Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle « cold case », ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. L'affaire que nous allons vous raconter aujourd'hui est portée par un père hanté depuis 19 ans par la mort de sa fille. En 2005, Marine Boisserand, 20 ans, est retrouvée poignardée en plein après-midi dans la maison familiale du Beaujolais. Son père, rentré quelques dizaines de minutes trop tard, ne se remettra jamais de son absence au moment du meurtre. Vous écoutez l'affaire Marine Boisserand, première partie. C'était en 11 octobre 2005. Je prends le chemin des Aubépines, normalement, etc. Et je pose ma voiture devant la maison. Éric Boisserand, père de Marine. J'avais rendez-vous avec un réparateur de moto parce que la moto des enfants était en panne. D'habitude, je rentrais aux alentours de 18h ou à peu près. Bon, là, il m'avait donné rendez-vous à 5h. Bon, mais j'étais là, 5h moins 2, moins 5. Je passe par la pièce normale et je rentre. J'entends pas de bruit spécialement. Je vais jusqu'à la chambre de mon fils parce que les clés étaient dans sa table de nuit. Et je redescends pour aller sortir la moto du garage. J'ai pas fait attention du tout où Marine pouvait être. Et c'est en revenant que je l'appelle. Pas de réponse. Il y avait la télévision qui marchait dans le salon. C'est là que derrière le divan, j'ai vu une mare de sang et Marine, les pieds de Marine et puis bien sûr Marine allongée. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai hurlé, j'ai essayé de l'appeler. Mais on me demanderait de redessiner l'image tout de suite, je pourrais le faire. La cause de la mort, c'est 12 coups de couteau au niveau du thorax, dans le dos. Donc voilà, qui a pu faire ça? Après, c'est la question, qui? Avec cette affaire près de Lyon, une jeune fille de 20 ans tuée de plusieurs coups de couteau. Les gendarmes ont contrôlé tous les véhicules et les passants du secteur à la recherche d'un éventuel rôdeur ou de toute autre piste qui pourrait expliquer la mort de la jeune fille. Selon ses amis, Marine, 20 ans, était belle, intelligente et discrète. Elle voulait devenir expert comptable. Je me souviens de la sidération, en fait, quand on me décrit qu'elle a été assassinée poignardée. Aurore, amie de Marine. C'est son père qui l'a récupérée, qu'elle était derrière le canapé. Enfin, c'est tout de suite des images qui s'impriment dans ma tête. De la sidération totale. Longtemps, je me suis retournée dans la rue à la retrouver. Longtemps, sa silhouette, je la croisais partout. Je suis arrivée au lycée à Villefranche juste après la première. Voilà, il y a 3-4 personnes avec qui ça a matché tout de suite, hein, et qu'une avec qui ça a plus matché que les autres, donc c'était Marine. Ça fait partie de ces gens où on a l'impression de se connaître en fait déjà et de pas avoir besoin de se raconter pour se comprendre. J'étais un peu la nana qui faisait plein d'expériences tout le temps, dans tous les domaines. Et elle, c'était celle qui était sage, mais qui me jugeait pas. Marine,
À 20 ans, c'est une jeune fille ravissante, une jeune fille blonde ravissante. Geoffroy Tomasovic, journaliste au Parisien. Et c'est une jeune femme décrite comme enjouée, studieuse. En tout cas, voilà, c'est une jeune femme apparemment de son époque, qui a eu plusieurs petits amis, dont la vie est relativement, j'allais dire, normale. Lisse, en tout cas. Les Boissron, c'est une famille. C'est une famille qui est passée de la lumière à l'ombre, en fait. Gilles-Jean Portejoie, avocat du père de Marine. Oui, passer de la lumière à l'ombre. La lumière, c'est la vie qu'il menait avant. Une vie tranquille, à l'abri du besoin. Lui est visiteur médical, elle est médecin généraliste, elle a un bon cabinet. Ils ont 3 enfants, il y a 2 fils, qui sont plus jeunes, me semble-t-il, que Marine. C'est une famille très unie, une famille sans problème. C'est les gendarmes du coin, c'est la gendarmerie d'Ans, qui arrivent les premiers. Et ils constatent une ambiance générale, c'est-à-dire pas de désordre particulier, pas de traces d'agression sexuelle, il n'y a pas d'effraction. En fait, il n'y a pas eu de lutte, il n'y a pas eu de tentative d'échapper. Anne-Rachel van der Hoost, criminologue associée à l'enquête. Ça se passe dans un partie très restreint du salon. On a l'impression que Marine a été vraiment surprise par l'agression, qu'elle a essayé peut-être se mettre à l'écart de l'agresseur en se mettant derrière le canapé, mais elle n'a pas pu y échapper. On a vraiment l'impression que la personne ou les personnes qui sont entrées ne s'intéressaient qu'à Marine. On n'a pas de traces ADN, aucune n'est véritablement suspecte. Pas d'empreinte digitale intéressante. En revanche, il y a des traces de pas, plusieurs traces de pas, plus ou moins ensanglantées, entre l'escalier et la cheminée. Et ces traces de pas, elles, c'est pratiquement le seul indice matériel digne de ce nom, puisqu'on va pouvoir déterminer qu'il s'agit d'une chaussure de marque Nike, Nike Air, de pointure 43. Et qui est incontestablement la basket que portait ce jour-là celui qui a tué Marine. L'autopsie permet de retracer l'agression subie, puisque quand il y a une agression, notamment donc avec un arme blanche, un couteau, en fonction donc du coup des coups portés et l'état de la victime, on a des infiltrations du sang qui se font à l'intérieur ou à l'extérieur du corps. Donc, en l'occurrence pour Marine, l'autopsie a pu permettre de déterminer le cheminement de l'agression, avec notamment d'abord un coup porté à la tête au niveau de la tempe gauche, et puis par la suite une agression par l'arme blanche au niveau donc, du cou. Elle a essayé aussi probablement de repousser l'auteur parce qu'elle a aussi des plaies au niveau de sa main. Et puis, par la suite, elle a dû s'affacer sur le rebord du canapé et l'agresseur l'a poignardée donc du coup dans le dos. Quelques heures plus tôt, Marine s'apprête à vivre une journée tout à fait normale. Donc le matin, le jour des faits, le matin, Marine accourt normalement. Geoffroy Tomasovic, journaliste au Parisien. Et l'après-midi, en revanche, un prof est absent, donc elle n'a pas cours. Elle quitte à l'heure du midi et elle va en profiter pour retrouver Aurore. Elles se sont un peu, leurs chemins sont un peu séparés puisqu'Aurore fait des études d'art et que Marine est donc en BTS comptabilité. Ce jour-là, donc, je les ai retrouvés, toute la petite bande qui était restée faire leur BTS. Je les ai retrouvés au lycée, devant le lycée. Et puis elle est arrivée. Et en fait, on devait se retrouver parce qu'on devait faire une soirée pyjama, elle et moi. Et on s'était convenu de se retrouver après. Nous savons qu'à 14h30, elle est chez elle, dans sa chambre. Elle travaille sur son ordinateur.
On le sait parce qu'on a consulté l'ordinateur et l'on sait très bien qu'à 14h30, cet ordinateur fonctionne et ne peut fonctionner qu'avec Marine. Donc on sait qu'à 14h30, elle est de retour à la maison. Quand je suis rentrée chez moi, je l'ai appelée pour lui dire qu'elle pouvait venir. Elle m'avait dit « j'ai des trucs à te raconter ». Et donc, Marine, qui est chez elle, explique à son amie du lycée j'ai 2 ou 3 choses à finir, dans 10 minutes je pars et je suis en chemin pour te rejoindre. Donc, 16h11, elle est en vie. Ça, c'est clair. La téléphonie révèle également un élément majeur qui est exceptionnel d'ailleurs. Le téléphone de Marine sonne à 16h36 dans un garage d'un petit village à côté de Chazé-Anse. Un garagiste reçoit un coup de fil. Et il entend du bruit, des cris, des interrogations, des questions. Marine n'est pas au bout. Moi, je pense que c'est un coup de fil qui a été passé par hasard ou parce qu'il y avait une bousculade. ACL, c'est le premier nom, premier numéro qui figure sur son portable. Il entend une voix d'homme qui est plutôt dominante, qui donne un certain nombre de consignes, et une autre personne dont il ne perçoit pas le son, mais qui semble plutôt soumise. C'est la scène de crime à laquelle il assiste en direct au téléphone. Nous savons également qu'à 16h43, 16h43 ou 16h44, je ne me souviens pas très bien, Aurore la rappelle à nouveau et elle ne répond pas. Je pense que tout au long de la soirée, j'ai dû lui laisser une bonne vingtaine de messages, ou en tout cas essayer de l'appeler. Vous vous rendez compte, 16h43, elle n'est plus en vie. Eric arrive vers 17h à la maison. Ça fait partie des choses qui l'ont toujours bouleversé, en fait. Il me manque 20 minutes dans ma vie. J'aurais pu arriver 20 minutes plus tôt. Éric Boisserand, père de Marine. Voilà, donc ça me hante toute la journée, toute la nuit. Voilà les maigres éléments dont disposent les enquêteurs. Marine Boisserand a donc été tuée aux environs de 16h30. Et il y a sur la scène de crime cette empreinte de basket taille 43. Une piste va rapidement prendre de l'ampleur. C'est celle de son ancien petit ami, Ludovic, qu'elle avait quitté quelques mois avant le drame. L'hypothèse qui a été privilégiée, c'est l'hypothèse d'un sans domicile fixe qui aurait pénétré, la porte étant ouverte. Gilles-Jean Portejoie, avocat du père de Marine. Car il y a à côté du domicile de Marine Boisserand, il y a un centre d'hébergement pour sans-abri. Les enquêteurs ils vont tout de suite fondre sur l'abri, ce centre de réinsertion qui est tout près de Châtel-Lavergne, qui accueille une population de marginaux. Et donc, ils sont allés là-bas et ils ont interrogé tout le monde. Ils ont fait des perquisitions dans toutes les chambres. Et dans la chambre d'Emmanuel M, ils vont trouver déjà une paire de baskets Nike, premier indice intéressant. Et ils vont entendre Emmanuel M, qui va avoir une première déposition assez difficile à entendre. Cet homme, ce marginal, va tenir des propos assez incroyables, puisque lui-même se dérobe pas et explique qu'il aime beaucoup les couteaux et également les grandes femmes blondes. Et 3 jours après, ou 4 jours après l'audition, il disparaît totalement de la circulation. Là, effectivement, les gendarmes peuvent se dire il a peut-être quelque chose à se reprocher. C'est presque un cadeau du ciel. On a pratiquement bout à bout tous les éléments qui font de lui le suspect numéro 1 du meurtre de Marine. Quand il le trouve,
il y a des éléments qui vont corroborer le doute qui existe chez les gendarmes. On va retrouver un pantalon maculé de sang. On va retrouver des vêtements féminins. On va retrouver une mallette Sanofi qui pourrait correspondre éventuellement aux mallettes que le père de Marine Boisserand utilisait. Ah, ils sont extrêmement lourds à supporter, ces éléments. Quand on a un pantalon qui est taché de sang, quand on a une sacoche qui correspond à l'activité professionnelle du père de la victime, il y a un souci. Il y a véritablement un souci. Bien, nous évoquons un rebondissement dans le meurtre d'une jeune femme à Chazé-d'Azergues, près de Lyon. Isabelle, je me tourne vers vous dans les studios de Lyon. Alors, un SDF vient d'être écroué pour le meurtre de Marine. C'est un meurtre qui avait été commis il y a exactement 1 an. 1 an pile poil, jour pour jour. Éric Boisserand, père de Marine. Je l'apprends par les gendarmes qui sont venus vers 9h, 9h30 du soir à la maison en me disant on a peut-être quelque chose, ça va être dans la presse incessamment sous peu. C'est vrai que le fait c'était dans la presse le lendemain par le procureur. Il y a suffisamment effectivement d'indices qui permettent de penser que vraisemblablement il est auteur, ou en tout cas il a participé au meurtre de cette jeune fille. Je me souviens que c'était un samedi ou un dimanche, conférence de presse. Le lundi, j'étais convoqué chez le juge d'instruction. Je me souviens, j'étais avec la mère de Marine et on n'a absolument rien reconnu au niveau des vêtements qu'on nous présentait. Des analyses ont été faites sur son pantalon parce qu'il y avait du sang. C'est pas le sang de Marine, c'est le sien, point terminé. Les baskets Air Max, c'est pas l'empreinte que l'on trouve sur place. La valise Sanofi, elle a été mise en circulation après les faits, après donc octobre 2005. Et donc ça ne peut pas être une sacoche que Emmanuel M aurait pu prendre sur place et disparaître avec. Patatrac pour l'enquête. Patatras, j'imagine bien pour la famille de la victime, et patatras pour les enquêteurs et le juge. Après la piste du sans domicile, on privilégie la piste de l'ancien petit ami de Marine. Ludovic, c'est le dernier petit ami connu de Marine Boisserand. Geoffroy Tomasovic, journaliste au Parisien. Qu'elle avait quitté, comme on peut se quitter à cet âge-là, sauf que lui avait mal vécu cette séparation, cette rupture, mais il avait très mal vécu. Enfin, il ne l'acceptait pas. Les éléments qui étayent cette hypothèse. Anne-Rachel van der Hoost, criminologue associée à l'enquête. Ce sont des coups portés par l'agresseur sur Marine. Ce sont des coups très localisés au niveau du thorax. On touche vraiment le cœur. Souvent là, on est dans la passion. Par rapport à la taille de Marine et par rapport à sa corpulence et par rapport à la force avec laquelle les coups ont été portés, et notamment aussi le coup au niveau de sa tête, on suppose plutôt effectivement une personne qui soit légèrement plus grande que Marine. Et donc on est dans une hypothèse très probable qu'il s'agit d'un homme droitier qui a agressé Marine. Les 12 coups de couteau au niveau de la poitrine pourraient indiquer un meurtre passionnel. Et les regards se tournent donc vers l'ex-petite amie de la jeune femme. Ils étaient dans la même classe ensemble. C'était quelqu'un de très réservé. Il parlait pas du tout. Je me souviens que c'est un mec à peu près ma taille, assez maigre. Aurore, amie de Marine. Un nez aquilin, brun. Mais il paraissait gentil, hein. Bon, jeune, 21 ans ou 20 ans. Il n'avait pas digéré le fait que Marine se sépare de séparation avec Marine. Il l'a beaucoup relancé, etc. Donc, pour elle, c'était une fin de non-recevoir.
Marine était très dure avec lui. Elle le casse en permanence, elle est très peu aimable avec lui. Il subit, c'est quelqu'un qui garde tout en lui. Donc il n'y a pas du tout d'extériorisation par rapport à cette souffrance. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Emmanuel Pérez. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.